Écoutez, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour cette Skillfest. Merci pour cette présentation. Donc effectivement, moi je m'appelle Isabelle Rouen et j'ai 20 ans avec 27 ans d'expérience. J'ai travaillé assez longtemps dans le monde des médias et de la communication. Mon dernier métier salarié était d'ailleurs chez Facebook, devenu Meta. Et j'ai passé 3 ans là-bas, et en passant 3 ans là-bas, j'ai vu les effectifs faire x4 pendant que le chiffre d'affaires faisait x20. Et j'en ai gardé comme conviction qu'il n'y a plus rien de permanent, sauf le changement. C'est ce qui m'a amené à devenir entrepreneur et à me passionner justement pour ce sujet des métiers du futur, passion qui prend différentes formes. Donc moi, je vais faire tout de suite la pub de mes 2 livres qui seront aussi en dédicace après cette conférence. Et surtout, passion qui m'a permis de créer un podcast, un think tank totalement indépendant qui œuvre justement pour impacter de manière positive. Et s'il y a un seul mot à retenir de ce que je vais vous partager, c'est ce mot de positive sur ce sujet des métiers du futur. Alors quand on se parle de métiers du futur, la première chose à avoir en tête, c'est que d'ici 2030, pour les gens qui sont actuellement en formation initiale, dans 85% des cas, le métier qu'ils exerceront n'existe pas encore. Donc ça pose un premier sujet effectivement de compétences et de formation, qui est comment est-ce que je me prépare et comment est-ce que je me forme dans un univers aussi volatile. Quand on fait un pas de côté et qu'on regarde le nombre de métiers qu'on va avoir dans sa vie, on tourne entre 6 et 9. 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Robert Keegan. Il dit même 6,5, mais comme je n'ai pas trouvé ce qui était un demi-métier, je vous propose qu'on arrondisse à 6. Et 9, c'est un chiffre qui vient du World Economic Forum. La vérité, elle est probablement entre les deux, mais ça montre bien qu'il y a un mouvement absolument massif là-dessus. Alors, qu'est-ce qui transforme le travail? Je rejoins ce que dit Gilles Babinès. Ce qui transforme le travail, en fait, c'est à chaque fois des révolutions technologiques. Je ne vais pas vous faire un long cours d'histoire, mais concrètement, des révolutions technologiques qui ont impacté les métiers, il y en a eu 4. Au XVIIIe siècle, vous avez eu la machine à vapeur, qui a engendré les débuts de l'industrialisation et la fin, en fait, de l'exode rural, on va dire. Début du XXe siècle, vous avez eu l'arrivée de l'électrification, qui a créé tout ce qui est travail à la chaîne. Dans les années 70 à 2000, vous avez eu tout ce qui est micro-informatique, qui a engendré la tertiarisation de l'économie. Et la dernière, c'est celle qu'on vit en ce moment, c'est cette révolution de l'IA qui crée ce que j'appelle, moi, ces métiers 4.0. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à chaque fois qu'on a ces ruptures technologiques, on crée plus d'emplois qu'on en détruit. Ça, c'est hyper important. La population active au 19e siècle en France, c'était 17 millions de personnes. Aujourd'hui, il y a 30 millions de personnes qui travaillent en France. Et quand on regarde les chiffres d'Eurostat, qui est l'Institut statistique européen, ce qu'on voit, c'est qu'à horizon 2025, grâce à l'IA, on va avoir 15 millions de créations de métiers en Europe, 15 millions d'emplois qui se créent et 6 millions de destructions. Donc on voit bien que la balance, elle est positive. Après, le sujet, c'est d'une part, comment on oriente les gens sur ces 15 millions d'emplois qui se créent, et d'autre part, comment on accompagne les 6 millions de personnes qui sont concernées par une automatisation de leur travail et par une destruction. L'idée, c'est de protéger les gens, pas forcément les emplois. C'est pas très grave s'il n'y a plus de liftiers dans les ascenseurs ou s'il y a moins de maréchaux ferrants. Le vrai sujet, c'est comment on accompagne les gens qui sont concernés par une destruction de l'emploi. Qu'est-ce qui change le travail? C'est l'automatisation. La moitié des heures travaillées en France est actuellement automatisable. C'est absolument colossal, c'est des gains de productivité de fou. Après, ça ne veut pas dire que la moitié des métiers vont disparaître. Seulement 5% des métiers pourraient être totalement remplacés par une machine. Et ça, moi, je pense que c'est une bonne chose. Une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est assez souvent une tâche qui est pénible. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se passe dans 60% des cas. Là, on a affaire à une automatisation partielle. Et c'est là que tout se joue, en fait. Quelles compétences on rajoute, comment est-ce qu'on se forme et comment est-ce qu'on adresse ces publics-là de façon à ce qu'ils aillent vers ces fameux métiers en tension. Il y a 3 défis majeurs quand on commence à s'intéresser au futur des métiers, au futur du travail. Premier défi, et c'est ça qui m'amène sur cette scène du Skillfest, c'est un défi qui concerne les compétences. Une compétence technique avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70. C'est l'OCDE qui le dit. Aujourd'hui, une compétence technique, un savoir-faire, a une durée de vie entre 12 et 18 mois, et d'ici 2025, aura une durée de vie d'1 an. C'est très très court. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'une part qu'il va falloir se former en permanence, et que sont responsables de ça à la fois les entreprises, mais aussi les collaboratrices et les collaborateurs. L'autre nouvelle, c'est qu'il y a un autre type de compétences, les fameuses soft skills, les compétences de savoir-être. Et ces compétences-là, elles ne sont pas attaquées par l'obsolescence accélérée. Ces compétences-là, elles se bonifient avec le temps, un peu comme le bon vin.
Donc ça permet de se dire, quand on parle d'agilité, quand on parle de capacité d'apprendre à apprendre, de travailler en équipe, de leadership, toutes ces compétences-là, elles s'améliorent dans le temps. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt effectivement à investir sur les gens, à investir sur les compétences et sur les métiers, parce que c'est les soft skills qui rendent les publics employables tout au long de leur vie. Deuxième défi, c'est l'essor de tout ce qui est service à la personne. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Je pense que toute personne qui a retapé 4 fois son numéro client auprès d'un serveur vocal voit à peu près de quoi je parle. J'avais un exemple à citer là-dessus, qui est quelque chose qui se passe au Canada, qui a été mis en place par un Français qui s'appelle Fabrice Brunet, il est médecin, et il dirige le Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM. Et en fait, lui, il a décidé d'automatiser une tâche, une seule, qui est le fait de pousser des chariots dans son hôpital. Donc, il a supprimé le métier de magasinier et il a automatisé, il a créé une autoroute des robots sur 26 étages en se disant amener des draps, amener des médicaments, amener de la nourriture, c'est pénible. Il n'a pas licencié ses magasiniers. Il les a transformés. Il en a transformé une toute petite partie en contrôleur qualité des robots pour mettre dans le droit chemin ceux qui s'égaraient. Et 95% d'entre eux sont devenus logisticiennes et logisticiens. Tâches qui avant étaient effectuées par les soignants. Donc les articles qui étaient amenés dans les étages, en fait, sont maintenant répartis par des logisticiens et des logisticiennes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est l'indicateur de succès qu'il a regardé. Il n'a pas regardé les économies, il a regardé le taux de guérison des malades et leur vitesse de sortie. Et en fait, dans les deux cas, ça s'est amélioré. Donc ça prouve bien en fait que l'automatisation, quand elle est bien gouvernée et faite à bon escient, elle amène des choses qui peuvent être très bénéfiques à l'humain. Et troisième défi, c'est même plus un paradoxe qu'un défi, on manque de talent. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de postes non pourvus en France du fait d'un déficit de compétences. Donc c'est pour ça que ce festival est très important. Et dans le numérique, qui est le premier secteur en tension, on parle de 80 000 postes non pourvus. C'est absolument colossal, ça entraîne un ralentissement qui est important, donc il y a un vrai défi à adresser de ce point de vue-là. Ceci étant dit, je vais maintenant vous parler des métiers. Alors, je ne vais pas tous les citer, j'ai plein de slides, mais comme il me reste que 22 minutes, on va essayer d'être synthétique. Et puis l'idée, c'est aussi que vous puissiez poser des questions à la fin de l'intervention. Il y a 3 types de métiers du futur. Comme moi, je les trouve un peu magiques, je les ai incarnés chacun par un héros de Harry Potter. Premier type, c'est les métiers en évolution. Des métiers qui existent déjà et qui se transforment sous l'impulsion de l'IA et du digital. Deuxième type, c'est les univers en révolution. Et on va se parler principalement de la révolution du management. Et troisième type, c'est les métiers d'innovation radicale, des métiers qui n'existent pas ou peu. Alors, premier métier en évolution, c'est le métier d'avocat augmenté. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur l'écriture inclusive. Ce n'est pas forcément très joli à lire sur les slides. Par contre, bien sûr, ces métiers, ils s'adressent à toutes et tous. Il y a un sujet de déficit de femmes dans les métiers du digital, mais l'idée, c'est de dire que c'est vraiment des métiers qui sont inclusifs, et d'ailleurs, je conclurai là-dessus. Donc, l'avocat ou l'avocate augmentée, en fait, lui, grâce à l'IA, il peut automatiser 2 tâches. La rédaction d'actes standardisés, d'une part, et d'autre part, la recherche documentaire. Et l'idée, en fait, c'est de se dire qu'en automatisant ces 2 tâches, il va pouvoir, d'une part, gagner en productivité et d'autre part, gagner des clients. En fait, avant, les avocats, ils facturaient à l'heure, ils facturaient au temps passé. Donc c'est vrai que quand on peut aller très très vite, ça pose un sujet. L'intérêt d'automatiser ces 2 tâches, c'est qu'aujourd'hui, le métier d'avocat, il est exercé au forfait. Et ça a ouvert en fait tout un tas de marchés de gens qui n'étaient pas défendus avant. Il faut savoir quand même qu'on est tous potentiellement justiciables et que quand on est une PME ou une ETI, dans 85% des cas, on choisit de ne pas faire appel à un avocat alors qu'on en aurait besoin parce qu'on pense que c'est trop cher. Donc en fait, l'automatisation, là, elle amène une capacité à être mieux défendue et une ouverture de marché aux avocats. Deuxième métier, c'est le métier de vendeur ou vendeuse en ligne. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se sert des plateformes pour engendrer un très grand nombre de conversations. Alors l'idée n'est pas de dire que tout va se passer de manière dématérialisée derrière un écran, l'idée c'est même de dire le contraire, mais plutôt de voir comment est-ce que je peux engager grâce aux plateformes beaucoup de discussions très qualifiées qui à un moment permettent une rencontre et permettent un acte de vente ou un acte de transaction qui soit efficace. Très concrètement, dans mon vrai métier, qui est celui de recruteur et de recruteuse, moi je peux le faire parce qu'il y a LinkedIn. Aujourd'hui, j'ai une communauté de 22 000 personnes sur LinkedIn. Le fait de l'animer me permet de cibler les bons profils quand j'ai une mission de la part d'un de mes clients, me permet d'engager des discussions. Et c'est parce que ces discussions sont engagées qu'au bout d'un moment, on se téléphone, au bout d'un moment, on se voit. L'entretien d'embauche n'est absolument pas remplacé par une intelligence artificielle ou par une plateforme. Donc, c'est un moyen d'accélérer. Troisième métier, c'est celui d'interprète des datas. Ça, c'est le futur du data scientist.
Et en fait, l'idée, c'est de se dire que plus on a de la data à analyser, plus on a de la data à cruncher, plus on a besoin de compétences business. Donc, c'est des profils un peu hybrides qui ont à la fois des compétences en data science, mais qui sont aussi capables de comprendre ce sur quoi ils travaillent. Ça veut dire aussi que dans beaucoup de cas, c'est intéressant quand vous avez des data analystes ou des data scientists, que ce soit des gens en reconversion dans vos entreprises. Les métiers de la data, ce n'est pas du tout que des métiers qui sont réservés au bac plus 5. Les exemples que je voudrais vous donner, c'est notamment La Poste, c'est notamment Auchan. La Poste a reconverti, grâce à Simplon, qui est une entreprise sociale et solidaire qui forme les gens, des facteurs et des factrices en data analyst, plus de 200 personnes. Auchan a reconverti des hôtes et des hôtesses de caisse en data analyst. Et en fait, quand vous avez ces publics-là qui ont travaillé avant dans l'entreprise et qui ont un vécu, que ce soit au tri de courrier ou que ce soit un vécu en caisse, les conclusions qu'ils vont tirer en termes de data analyst sont bien plus opérantes et bien meilleures que si c'était des gens qui raisonnaient complètement hors sol. Donc il y a une espèce de primauté extrêmement importante à avoir en fait cette réflexion sur le business quand on travaille sur les données. Et le dernier métier dans cet univers, c'est tout ce qui est journalisme du futur. Alors là, ce que je suis en train de vous montrer comme visuel, c'est un robot. Alors l'idée, ce n'est pas de se dire qu'il faut tous s'informer par des algorithmes. Je suis même un petit peu en train de vous dire le contraire, parce qu'il y a quand même un vrai sujet d'économie de l'attention sur les plateformes, et si on ne veut pas tous être renforcés dans des opinions déjà existantes, il y a un sujet. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire gagner du temps à un journaliste pour qu'il puisse faire son vrai métier. Son vrai métier, c'est d'angler un sujet. Son vrai métier, c'est de l'éditorialiser. Donc il va pouvoir automatiser la diffusion d'informations, on va dire, basiques, de la météo aux résultats sportifs en passant par les cours de bourse, pour pouvoir en fait se consacrer en fait à donner du temps, à rendre son sujet liquide, à creuser une enquête et à faire en sorte que cette enquête elle puisse se diffuser de manière rédigée sur Internet, mais également dans une infographie sur les réseaux sociaux, mais également sur un podcast. Ça prend du temps. Et en fait, quand on veut pouvoir financer une rédaction et des journalistes qui font un travail qui est absolument démentiel et très important pour notre démocratie, il y a intérêt à automatiser une partie des tâches. Donc voilà pour ces métiers en évolution. Deuxième chapitre, les métiers en révolution. Alors pourquoi est-ce que je les ai incarnés par Hermione? Parce qu'en fait, Hermione, tout au long des Harry Potter, c'est souvent elle qui organise, c'est souvent elle qui anticipe, c'est souvent elle qui manage. Et j'avais envie de vous parler de ça parce qu'il y a un vrai enjeu à amener du management et de la cohérence en entreprise grâce à ces métiers du futur. Alors premier sujet, c'est un sujet de commerce et de e-commerce. Et un des métiers qui apparaît de manière extrêmement forte depuis 2-3 ans, c'est le métier d'animatrice de marketplace. Là, l'idée, c'est de se dire, en fait, grâce aux plateformes, on a moyen d'avoir du commerce qui est désintermédié des réseaux de distribution physique. Mais ça veut dire que votre vendeur, en fait, aujourd'hui, l'ancien chef de rayon, il va avoir deux métiers. D'une part, il gère son stock, il gère sa production, il gère ses prix en fonction de l'offre et de la demande. Mais il a aussi un second métier qui est d'optimiser l'usage qu'il fait d'un algorithme qui va changer tout le temps sur plein de plateformes, hein, puisqu'en fait, dans les marketplaces, il y a Amazon, mais il y en a plein d'autres. Darty est une marketplace, Mano Mano est une marketplace, donc vous avez des marketplaces françaises, La Redoute est une marketplace. Donc on a moyen en fait d'avoir aujourd'hui des gens qui vont pouvoir créer des opportunités en termes de commerce en pilotant leur stock, leurs produits, leur pricing, tout en optimisant leur vente et leur marge grâce à ça, et en optimisant aussi le bénéfice consommateur, puisqu'en fait, à partir du moment où vous avez moins de commerçants physiques, vous gagnez en productivité et vous gagnez en efficacité. Deuxième métier, c'est celui de consultant en cybersécurité. On a un énorme sujet aujourd'hui sur la cybersécurité. Il y a plus de 300 000 nouveaux virus par jour. Les attaques deviennent de plus en plus fréquentes. Ce métier-là, moi, je le compare un petit peu au travail du corsaire par rapport à celui du pirate il y a quelques siècles. Le corsaire, il était mandaté par le roi en temps de guerre pour arraisonner les bateaux ennemis. Le pirate, il faisait ce qu'il voulait. Et il coulait et récupérait la cargaison. Bah là, c'est un peu ce qui se passe. Le consultant en cybersécurité, il est mandaté par une entreprise. C'est de temps en temps un hacker repenti, il faut quand même se le dire. Et il est là, en fait, il est mandaté pour l'entreprise pour prévoir l'imprévisible. Pour essayer de faire en sorte, d'une part, que l'entreprise soit résiliente, et d'autre part, une fois qu'elle a été attaquée, de façon à pouvoir y remédier. Il y a un enjeu qui est absolument colossal là-dessus. On manque de talents en cybersécurité de manière très forte. Il y a des écoles qui se créent, mais on manque beaucoup de talents. Il y a aussi un enjeu de féminisation sur ce métier-là. Sur les métiers de la tech, on est en moyenne à 30% de femmes, et c'est un chiffre qui est constant depuis 10 ans.
Sur la data science dont j'ai parlé tout à l'heure, on est à 25% de femmes. Sur les développeurs et développeuses, on est à 17%. Sur la cyber, on est à 11% et c'est en train de baisser. Donc il y a un enjeu très très majeur là-dessus et qui est aussi un enjeu de féminisation. Autre métier, c'est celui du Scrum Master. Alors là, l'idée, c'est de se parler de méthode agile. Alors Scrum, c'est une des 3 méthodes agiles qui existent aujourd'hui dans le monde, avec le Lean et avec le Design Thinking. C'est une méthode qui existe depuis 1993. Donc là, vous vous dites, la fille, elle a craqué, elle nous parle de futur et de 93, ça ne va pas du tout. Non, je n'ai pas craqué. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que cette méthode Scrum, qui vient du nom demi-mêlé, le Scrum Half, aujourd'hui, elle se diffuse partout. À l'origine, elle était surtout utilisée dans les entreprises au service informatique de façon à pouvoir délivrer extrêmement rapidement des projets et à faire aboutir des projets grâce en fait à des cérémonies qui s'appellent les sprints et avec un Scrum Master qui est en fait un chef de projet très agile qui n'est pas le manager de l'équipe en question mais qui va aplanir les difficultés, gérer le timing de façon à ce que le projet il délivre dans les temps. Ça, c'est utilisé en IT, je vous dis, depuis presque 30 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, c'est utilisé dans beaucoup d'entreprises, particulièrement les banques, à tous les étages de la fusée. C'est utilisé en marketing, c'est utilisé dans la façon de gérer la relation client, c'est utilisé dans la finance de façon à gérer les process. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles vont avoir tendance à aplatir leur structure, elles vont avoir tendance à travailler de manière beaucoup plus transverse et beaucoup plus agile, grâce à ce type de rôle, de façon à effectuer des transformations majeures dans un temps qui est plus court. Autre métier, c'est celui de neuromanager et de neuromanageuse. Là, l'idée, c'est de se parler de plasticité cérébrale et de voir un peu comment est-ce que les neurosciences peuvent permettre d'être un meilleur conducteur d'équipe. Parce qu'en fait, on n'est jamais que des humains, on n'est pas des machines. L'idée, c'est de travailler sur cette complémentarité homme-machine. Et quand on fait de la conduite du changement, on gère beaucoup d'émotions. Et il y en a une en particulier qu'on gère, c'est la peur. Plus vous transformez, et plus les gens que vous voulez emmener avec vous risquent d'avoir peur. Et tout le sujet du neuromanagement, c'est comment est-ce qu'on devient neuro-amical avec son collaborateur ou sa collaboratrice. Comment est-ce qu'on adapte son style de management de façon à pouvoir prendre en compte ses émotions et de façon à pouvoir essayer de faire en sorte de faire adhérer à un projet. Quand vous faites de la conduite du changement, et je ne vais pas raconter tous les exemples qu'on a, mais il y en a plein, notamment Kodak est mort de ça, Kodak est mort de peur. C'est eux qui ont trouvé l'appareil photo numérique, c'est eux qui l'ont inventé. Ils n'ont pas fait le plan de transformation de l'entreprise et ils sont fait rattraper par des concurrents asiatiques qui étaient suiveurs sur la technologie, mais que comme ils n'avaient pas de legacy à gérer, ont pu faire cette transformation beaucoup plus vite. Autre métier, c'est celui d'animateur ou de facilitateur ou facilitatrice de tiers-lieux. Le travail aujourd'hui est en train de se déplacer. Avant, on travaillait uniquement au travail. Depuis le Covid, on travaille aussi de chez soi. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a des lieux hybrides entre les deux, les fameux tiers-lieux. On en a 2200 aujourd'hui en France. Ce n'est pas des coworking, c'est des endroits où vous allez se faire se rencontrer des entrepreneurs, des startups, des incubateurs d'idées. Et l'idée, c'est qu'il y a une âme dans cet endroit de façon à ce que les gens se rencontrent et que ça crée des projets communs. On peut parler par exemple de Station F et du travail qui fait Roxane Varza. Il y a plein d'exemples comme ça. Ça permet aussi de remettre du dynamisme économique dans les territoires parce qu'il y a aussi un enjeu de mobilité dans tout ça quand on parle de compétences. Typiquement, quand vous vous déplacez aujourd'hui pour changer de métier, la statistique en France, elle est de 30 km. Ce qu'un individu est prêt à faire, et c'est un chiffre de 2019, donc avant que l'essence ne soit à 2 €, un individu est prêt à faire en moyenne 30 km pour changer de métier. Et ça, c'est une moyenne moyennée. Quand vous êtes dans le nord de la France, c'est 11 km. Donc il y a un enjeu absolument majeur là-dedans, de façon à pouvoir faire adhérer les gens et à pouvoir les faire venir dans des lieux qui sont plus proches et qui sont en province. Ça, cette photo-là, par exemple, elle a été prise à Aubagne, et c'est une ancienne maison de retraite qui est devenue un tiers-lieu. Et dernier métier dont je voulais parler, alors c'est plus une tâche qu'un métier, mais c'est comment est-ce qu'on recrée du compagnonnage générationnel dans tout ça. L'âge médian dans la population active, c'est 41 ans. On va travailler jusqu'à 63 ans, a priori, 43 annuités, 64 ans, pardon. Et l'âge médian dans la tech, c'est 31 ans. Donc il y a une différence de 10 ans. Or, on a quand même besoin d'inclure un maximum de personnes. Donc l'idée, c'est de recréer du compagnonnage générationnel. Ça se fait très bien dans les armées. Ça se fait très bien dans les cabinets de conseil où vous avez toujours un consultant senior où vous avez qui va encadrer le consultant junior, en fait, qui va mentorer sans forcément en être le chef. Et en fait, quand on recrée cette transmission-là de culture d'entreprise, de culture du client,
on peut avoir un double bénéfice en fait. Les profils qui arrivent, qui sont en général agiles et plus technophiles, vont pouvoir embarquer un maximum les générations qui les mentorent. Et les personnes qui mentorent vont pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire sur ce qui se passe. C'est ce qui se passe aussi quand on fait des shadow comex dans les entreprises. Donc il y a un intérêt à recréer ce compagnonnage-là générationnel. Et c'est extrêmement important de se dire que dans la tech, il faut embarquer toutes les générations et il y a un vrai sujet là-dessus. Je vais passer celui-là et je vais rentrer directement sur... Alors, pardon, du coup, j'ai passé un peu trop vite. Dernier type de métier, c'est les métiers d'innovation radicale. Le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est le métier d'éducateur ou d'éducatrice de robots. Pourquoi ? Parce qu'avec ChatGPT, on est tous devenus des éducateurs ou des éducatrices de robots. Il y a un vrai sujet là-dessus, en fait. Les algorithmes, ils ne sont pas apprenants tout seuls. Ils apprennent quand on interagit avec eux. Et aujourd'hui, c'est en train de se passer à très grande échelle. Et on est en train de vivre là une révolution du travail qui est extrêmement forte. Et l'idée, ce n'est pas de se dire qu'on va tous être remplacés par ChatGPT, ce n'est pas le point. L'idée, c'est de se dire qu'un robot qui est laissé seul, il n'est absolument jamais apprenant. Il faut qu'un algorithme soit entraîné. Par contre, le risque qu'on peut avoir, c'est qu'à terme, des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'IA et principalement avec l'IA générative soient remplacées dans le monde du travail par des gens qui sont très à l'aise avec ce type de technologie et des gens qui savent prompter très facilement. Donc là, on a un enjeu de montée en compétence qui est fort. L'enjeu, il est aussi un enjeu qui est un enjeu éthique. Pourquoi ? Parce que quand on laisse un robot seul, en fait, il n'est jamais modéré. Je voudrais vous parler d'une mésaventure qui est arrivée à Microsoft en 2016. Ils ont créé un robot conversationnel sur Twitter qui s'appelait Tai, absolument pas modéré, et qui restait en ligne 12 heures. Premier tweet, les humains sont formidables. 12 heures plus tard, Hitler avait raison, je hais les juifs. Voilà. Inutile de vous dire qu'ils ont débranché, inutile de vous dire qu'ils se sont excusés. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi c'est arrivé et pourquoi il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Pourquoi est-ce que ça arrive ? Parce que le robot, il n'a pas de morale. Le robot, il a été programmé, en l'occurrence, pour adhérer aux opinions qui étaient le plus retweetées, le plus likées, le plus repartagées. Il y a une fachosphère sur les réseaux sociaux, elle a mis 12 heures à faire tourner en bourrique taille. Ça va quand même assez vite. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, Microsoft, on a tiré 6 principes de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui guident tout ce qu'ils font, que ce soit des principes d'explicabilité, des principes de transparence, des principes de sécurité. Et en fait, l'intérêt, c'est de se dire comment est-ce que je fais en sorte de ne pas déployer à grande échelle des biais quand je déploie une intelligence artificielle. Là-dessus, il y a beaucoup de choses qui vont se créer, qui vont se réguler. Je passe la médecine numérique aussi pour laisser du temps aux questions. Je vais vous reparler de 2 métiers avant de conclure. Un métier, moi, qui me tient à cœur, qui est celui, on va dire, d'anticipateur ou d'anticipatrice de scénarios de crise, de contradicteur agile dans une équipe. Quand on prend une décision, plus on se ressemble et plus on a tendance à avoir un biais de confirmation. C'est donc intéressant d'avoir quelqu'un qui va porter le rôle du contradicteur agile et qui va se dire « et si, et si, et si ?» pour pouvoir rendre l'organisation résiliente de manière efficace. Des gens qui font ça très bien, c'est les militaires. Quand ils essayent de prévoir les conflits du futur, ils ne demandent pas du tout à des généraux très gradés ou à des amiraux très gradés. Ils font bosser ensemble des scénaristes et des auteurs de science-fiction. Et c'est intéressant parce que ces gens-là, et je vous invite, il y a des livres, il y a des podcasts là-dessus, essayent de leur prédire des conflits du futur. Certains scénarios sont disclosés, donc ça s'appelle la Red Team. Et en face, ils ont mis en place une Blue Team de militaires qui regardent comment est-ce qu'on adapte les forces en présence, les armements et l'organisation, de façon à pouvoir répondre à ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait modéliser dans l'entreprise. Et dernier métier, c'est celui d'ambassadeur de souveraineté numérique. Moi, je m'implique pas mal au niveau de la Commission européenne à ces niveaux-là, et j'ai l'honneur d'être ambassadrice numérique de la Commission. On a aujourd'hui un sujet, on a perdu la guerre des plateformes. C'est une guerre de l'audience et aujourd'hui, on est derrière en Europe. On n'est pas très en avance sur le cloud. On peut faire des choses sur l'IA, il y a un IA Act qui est dans les tuyaux, mais il y a un vrai sujet en fait à défendre nos intérêts européens là-dessus et à avoir ce truc-là en ligne de mire. Et c'est à la fois un rôle de lobbyiste qui peut être tenu dans différentes entreprises, mais aussi un rôle de gouvernance qui peut être fait au niveau de l'Europe et c'est extrêmement important. Pour conclure et avant de prendre vos questions, je voudrais partager les 3 facteurs clés de succès qui sont aujourd'hui indispensables pour réussir dans ces métiers du futur. Et ce sont en fait 3 compétences. La première compétence, c'est l'agilité. Et quand je parle d'agilité, je parle d'agilité du réseau. Je parle pas, et du réseau, du vrai réseau, pas du réseau digital. Le fait de vous rendre aujourd'hui dans cette Skillfest, le fait de venir tout à l'heure à nos dédicaces, le fait d'échanger avec nous, le fait de venir prendre un café, ça c'est extrêmement important parce que c'est ça en fait
qui permet d'être employable tout le long de la vie. C'est comment est-ce que j'entretiens un réseau, non pas le jour où j'en ai besoin, mais tout au long de ma vie. Deuxième compétence, c'est la prise en compte de la diversité. Et ça, c'est une vraie compétence. Et je parle de tous les types de diversité. Les femmes, enfin le genre, les générations, le handicap, l'orientation sexuelle et l'origine sociale et culturelle. J'ai beaucoup aimé les exemples qu'a présenté Gilles tout à l'heure et que je vous avoue, je ne connaissais pas. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de plancher qui colle, il n'y a pas de plafond qui adhère. Il n'y a que du biais de confirmation quand on ne se mélange pas assez quand on prend une décision. Et pourquoi est-ce que j'affirme ça? Parce qu'il y a des études qui l'ont documenté. Il y a notamment une étude de McKinsey qui a été regardée sur 1000 entreprises dans 12 pays. Qu'est-ce qui se passait sur la performance de l'entreprise quand on avait une gouvernance qui était diverse? Eh bien, ils se sont rendus compte que quand on avait une gouvernance qui était à parité, on avait 5% de surperformance. Et quand on avait une gouvernance qui était avec les 5 types de diversité mélangés, on avait 15% de surperformance. Donc on voit bien en fait que la diversité, elle est vecteur de performance. Et inversement, le dernier quartile, donc les 25% d'entreprises les moins diverses, on avait 27% de sous-performance. Donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. C'est une étude qui en plus dure dans le temps, qui est faite depuis plus de 10 ans, qui montre bien que la prise en compte de la diversité, c'est un des leviers absolument clés pour réussir dans le futur des métiers et de l'emploi. Et le dernier levier, la dernière soft skills, c'est la capacité d'apprendre à apprendre. J'en reviens à mon propos introductif sur le fait que les compétences sont de plus en plus volatiles. En fait, la compétence qu'il faut le plus cultiver, c'est notre capacité à apprendre. Et on n'apprend pas tous de la même façon. Alors, je vous engage déjà à aller faire le cours sur Open Classroom qui s'appelle « Apprenez à apprendre ». Il est fort utile. Moi, ma façon d'apprendre, c'est de rencontrer des gens. C'est bien pour ça que je fais des interviews, que je fais des podcasts ou que j'écris des bouquins basés sur des interviews, parce que c'est comme ça que j'apprends. Chacun a sa façon d'apprendre. Et en fait, quand on est clair sur la meilleure façon qu'on a soi personnellement d'apprendre, on se rend beaucoup plus employable. Je conclurai là-dessus. L'idée, ce n'est pas du tout de remplacer l'humain par l'IA. L'idée, c'est de se dire qu'il y a une vraie complémentarité entre les deux. Donc là, Jean Smith, il dit « N'envoyez jamais un humain faire le travail des machines ». Il a raison, mais l'inverse est vrai aussi. N'envoyez jamais une machine faire le travail d'un humain. Les deux sont complémentaires. Je vous remercie beaucoup. Il me reste 3 minutes en respectant le timing pour pouvoir prendre des questions.